Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans l'esprit d'un homme qui, à lui seul, incarne l'essence même de la Renaissance. Un géant, une énigme, une légende. Un homme dont le nom résonne encore avec la même force des siècles après sa mort. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de Léonard de Vinci. Et quand je dis « parler de Léonard », c'est un peu un euphémisme. Car comment résumer en quelques dizaines de minutes une vie si foisonnante, une curiosité si insatiable, une œuvre si universelle? Peintre, inventeur, sculpteur, architecte, musicien, scientifique, philosophe, botaniste, ingénieur, anatomiste, urbaniste. La liste est longue, presque vertigineuse. Léonard de Vinci n'était pas seulement un homme de son temps, il était un homme en avance sur son temps, un homme qui semblait avoir percé les mystères du monde bien avant ses contemporains. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, ou ce que vous voulez, et laissez-vous emporter. Car aujourd'hui, nous allons essayer de démêler, ensemble, les fils de cette existence extraordinaire. Nous allons tenter de comprendre comment un seul homme a pu embrasser tant de domaines, avec une telle profondeur et une telle virtuosité. Commençons par le début, comme il se doit. Le 15 avril 1452. Dans un petit hameau près de Vinci, en Toscane. C'est là que naît Leonardo di Ser Piero da Vinci. Un nom qui signifie simplement « Léonard, fils de Maître Pierre, de Vinci ». Il est le fils illégitime d'un notaire florentin, Ser Piero, et d'une paysanne, Catrina. Ce statut, si lourd de nos jours, n'était pas aussi stigmatisant à l'époque. Il lui a même, paradoxalement, offert une certaine liberté. Sans le poids d'une lignée à défendre ou d'une carrière préétablie, le jeune Léonard a pu explorer toutes les avenues que sa curiosité lui ouvrait. Grandissant dans la campagne toscane, il est très tôt fasciné par la nature. Les plantes, les animaux, les cours d'eau, les rochers. Il les observe avec une acuité incroyable. Et il dessine, toujours, partout, un talent qui ne tarde pas à être remarqué. Vers l'âge de 14 ans, son père l'envoie à Florence, le cœur vibrant de la Renaissance italienne, pour entrer en apprentissage dans l'atelier du célèbre Andrea del Verrocchio. Verrocchio, c'était une figure majeure. Sculpteur, orfèvre, peintre. Son atelier était une véritable ruche où se croisaient les plus grands talents de l'époque. On y apprend à manier le burin, le pinceau, à préparer les pigments, à étudier l'anatomie. Imaginez l'effervescence. Le jeune Léonard y côtoie Botticelli, Pérugin, Ghirlandaio. C'est là qu'il pose les fondations de son art. La légende raconte même que dans le tableau de Verrocchio, le baptême du Christ, la main de Léonard aurait peint l'ange à gauche, si superbement qu'il aurait surpassé son maître. Vrai ou faux, cela en dit long sur la perception de son génie naissant. Florence, à cette époque, est un creuset d'idées. Les Médicis règnent en mécènes éclairés, encourageant les arts et les sciences. C'est un monde où la raison humaine, l'individu, l'observation, commence à prendre le pas sur les dogmes médiévaux. Et Léonard, avec sa soif insatiable de savoir, était l'homme parfait pour ce nouveau monde. Mais ne nous y trompons pas. Derrière le mythe du génie solitaire se cachait un travailleur acharné, un observateur méticuleux et un perfectionniste obsessionnel. C'est ce qui le distingue de tant d'autres. Sa soif de comprendre le « comment » et le « pourquoi » de chaque chose. Parlons-en, justement, de l'artiste. Le peintre, c'est sans doute l'aspect le plus connu de Léonard. Et pour cause, sa production, relativement faible en quantité, beaucoup de projets sont restés inachevés, et d'une qualité inégalée. Quand on pense à Léonard, on pense inévitablement à un sourire, n'est-ce pas? La Joconde, la Mona Lisa, ce portrait, qui trône au Louvre, est bien plus qu'une toile. C'est un mystère, une icône, un symbole. Pourquoi cette fascination universelle? Bien sûr, il y a son histoire, son vol, sa célébrité médiatique. Mais il y a surtout cette femme. Son regard, son sourire, ce sourire si énigmatique qu'il semble changer sous nos yeux. C'est là qu'intervient le génie de Léonard, et l'une de ses techniques révolutionnaires, le astérisque sfumato astérisque. Le sfumato, c'est cette technique qui consiste à estomper les contours, à adoucir les transitions entre les couleurs et les ombres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de ligne dure. Tout se fond, c'est comme un voile léger, une brume de lumière et d'ombre qui donne aux formes une douceur incroyable, une impression de vie. Sur les lèvres de la Joconde, autour de ses yeux, le sfumato crée cette ambiguïté, cette impression que le sourire est à la fois là et pas là. C'est la vie qui s'exprime. C'est le mouvement subtil de l'âme qui est capturé. Et c'est ce qui rend ce tableau si vivant. Mais avant la Joconde, il y a eu d'autres chefs-d'œuvre. Prenons la Seine, par exemple. Cette fresque monumentale, peinte sur un mur du réfectoire du couvent Santa Maria del Grazie à Milan, est une prouesse narrative et émotionnelle. Léonard choisit le moment où Jésus annonce à ses disciples « L'un de vous me trahira ». Imaginez la scène, 12 hommes qui étaient ses plus proches compagnons,
soudain bouleversé par ces mots. Et Léonard capture cette onde de choc. Chaque disciple a une réaction unique, un geste, une expression qui trahit son caractère, son trouble, sa surprise. Jean, jeune et sensible, penche la tête. Pierre, impétueux, brandit un couteau. Judas, bien sûr, est identifiable par son recul, sa bourse à la main. Pour la scène, Léonard expérimente. Au lieu d'utiliser la technique traditionnelle de la fresque, qui exige de peindre rapidement sur du plâtre frais, il utilise une technique à sec, mélangeant huile et des trempes, pour pouvoir travailler lentement, revenir sur ses traits, obtenir des détails plus fins. Une audace qui, hélas, s'est avérée fragile. La fresque a commencé à se détériorer de son vivant. Mais malgré cela, son impact est immense. C'est une leçon magistrale de composition, de psychologie des personnages, de perspective. L'œil est irrésistiblement attiré vers le centre, vers Jésus, dont la tête forme le point de fuite de toutes les lignes architecturales de la pièce. C'est un génie au service de l'émotion. N'oublions pas non plus le Salvator Mundi, ou l'Annonciation, avec sa lumière si particulière, la douceur des anges dans La Vierge au rocher, ou encore Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus. Chacune de ces toiles est une exploration de la lumière, de l'ombre, qu'il maîtrise avec un autre concept clé, le astérisque chiaroscuro astérisque de l'anatomie humaine, de la psychologie. Mais Léonard, comme je vous le disais, n'est pas seulement un peintre. Sa curiosité déborde du cadre de l'art. Et c'est là que nous allons explorer une autre facette de ce savant universel, l'inventeur, l'ingénieur. Au-delà du pinceau, Léonard s'intéresse à la mécanique, à l'hydraulique, à l'architecture, à la guerre même. Ce qui est fascinant, c'est que ces inventions ne sont pas le fruit d'une simple fantaisie. Elles découlent toutes d'une observation minutieuse du monde qui l'entoure, et de son désir profond de comprendre et d'améliorer. Lorsqu'il quitte Florence pour Milan en 1482, il propose ses services au duc Ludovic Sforza. Dans sa lettre de présentation, un document incroyable, il détaille ses compétences. Non pas en tant que peintre, il le mentionne à la fin, presque comme une note de bas de page, mais comme ingénieur militaire. Il y décrit ses capacités à concevoir des ponts légers, des canons facilement transportables, des chars blindés, des catapultes, des tunnels secrets. Et il promet, enfin, de pouvoir exceller en peinture et en sculpture si le duc le souhaite. Quelle humilité, ou plutôt, quelle vision de ce qui était important à ses yeux. Ces carnets, des milliers de pages noircies de dessins, de notes, d'observations, sont un trésor inestimable. C'est là que l'on découvre son génie créatif. Il dessine des machines volantes, des ornithoptères, inspirés du vol des oiseaux, des hélicoptères avant l'heure, qu'il appelait des vis aériennes. Il conçoit des sous-marins, des scaphandres, des ponts mobiles, des machines à tisser, des scies hydrauliques. Des concepts qui semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction, mais qui sont basés sur une ingénierie étonnamment solide. Ces inventions, pour la plupart, n'ont jamais été construites de son vivant. Pourquoi? Par manque de moyens techniques, peut-être. Mais aussi, et surtout, parce que Léonard était un théoricien avant tout. Son plaisir n'était pas tant dans la réalisation que dans la conceptualisation, dans la résolution du problème. Le processus de pensée, l'observation, la compréhension des principes sous-jacents, voilà ce qui le passionnait. Ses dessins sont tellement précis qu'il est souvent possible de reconstituer ces machines aujourd'hui. Et elles fonctionnent. Imaginez la clarté de sa vision. Léonard était également un urbaniste. À Milan, il propose des plans pour une ville idéale, avec des rues larges, des systèmes d'égouts, des canaux pour l'approvisionnement en eau. Il s'intéresse à la circulation, à l'hygiène publique, à l'esthétique des bâtiments. Il est en somme un visionnaire qui cherche à rendre le monde plus fonctionnel, plus beau, plus sain. Et puis, il y a le savant, l'homme de science. C'est peut-être la facette la plus méconnue du grand public, et pourtant, l'une des plus fondamentales pour comprendre Léonard. Son approche était celle de l'expérimentation, de l'observation empirique. Il ne se contentait pas des savoirs établis, il les vérifiait, les remettait en question, et les enrichissait par ses propres découvertes. L'anatomie, par exemple, fasciné par la structure du corps humain, non seulement pour ses peintures, mais aussi par pure curiosité scientifique, Léonard a mené des centaines de dissections, un acte courageux et souvent dangereux à l'époque. Il a examiné des corps, des muscles, des os, des organes avec une minutie incroyable. Ses dessins anatomiques sont d'une précision étonnante, rivalisant avec les meilleurs atlas médicaux d'aujourd'hui. Il a étudié le système cardiovasculaire, le cerveau, l'œil, l'embryon humain. Il a même été l'un des premiers à décrire l'artériosclérose. Ses notes sont remplies de questions sur la fonction des différents organes, sur la circulation sanguine, sur la respiration. Il voyait le corps humain comme une merveilleuse machine, dont il fallait percer tous les rouages. Mais son champ d'étude ne s'arrêtait pas là.
Il était aussi un botaniste, capable de dessiner la structure interne des plantes, de comprendre la croissance des arbres. Un géologue, qui a compris que les fossiles trouvés en montagne étaient la preuve que ces terres avaient été sous l'eau, remettant en question les dogmes religieux de l'époque sur la création du monde. Un hydraulicien, qui a étudié le mouvement de l'eau, les courants, les tourbillons, la construction de canaux. Un opticien, qui a cherché à comprendre comment l'œil perçoit la lumière et les couleurs, et comment le cerveau interprète ces informations. Ce qui est le plus frappant dans toutes ces recherches, c'est l'interconnexion. Pour Léonard, il n'y avait pas de frontière entre l'art et la science. L'un nourrissait l'autre. Comprendre l'anatomie lui permettait de peindre des corps plus réalistes et expressifs. Observer le mouvement de l'eau lui inspirait des techniques pour le draper de ses figures, ou pour concevoir des machines. Étudier la lumière lui permettait de maîtriser le sfumato et le chiaroscuro. C'était une vision globale, systémique du monde, bien avant l'heure. Il était en constante interrogation, remplissant ses carnets de listes de questions. Décrit le bâillement, le hoquet, l'éternuement, le frisson, la faim, la soif, le sommeil, la coïte. Il voulait tout comprendre, et il a laissé derrière lui cette extraordinaire collection de carnets, qui sont une fenêtre ouverte sur un esprit d'une richesse inégalée. Des carnets écrits en écriture spéculaire, de droite à gauche, que l'on doit lire dans un miroir. Pourquoi ? Certains disent pour la discrétion, d'autres parce qu'il était gaucher, ou simplement par jeu. Le mystère persiste, comme souvent avec Léonard. La dernière période de sa vie est marquée par son installation en France, à l'invitation de François Ier. Le roi de France l'admire profondément. Il l'installe au Clos Lucé, près du château d'Amboise, lui offrant le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Léonard n'y peint plus beaucoup, mais il continue ses recherches, ses observations, et conseille le roi sur des projets d'architecture et d'ingénierie, comme la conception d'escaliers à double révolution ou de fêtes somptueuses. Il meurt le 2 mai 1519, au Clos Lucé, à l'âge de 67 ans. La légende veut qu'il soit mort dans les bras de François Ier, preuve de l'estime mutuelle qui les liait. Un homme dont la vie a été une quête ininterrompue de savoir et de beauté s'est éteint, laissant derrière lui un héritage immense, qui continue de nous fasciner et de nous inspirer. Alors, pour conclure cette plongée dans l'esprit de Léonard de Vinci, que retenir ? C'est l'idée d'un homme qui a refusé les limites. Les limites de sa condition, les limites des disciplines, les limites de son temps. Un homme qui a eu le courage de regarder le monde avec des yeux neufs, de le questionner sans cesse, de le décortiquer pour mieux le comprendre, et de le recréer ensuite, que ce soit sur une toile ou dans les pages d'un carnet. Son message, intemporel, c'est peut-être celui-ci. La curiosité est le moteur de tout. L'observation attentive du monde est la clé de la connaissance. Et il n'y a pas de cloisonnement stérile entre les domaines du savoir. Tout est lié, tout est interconnecté. L'art est une science, et la science est un art. Léonard de Vinci n'était pas seulement un homme, il était une école à lui seul. Une philosophie, et son œuvre, qu'elle soit peinte, dessinée ou simplement pensée, reste un témoignage puissant de ce que l'esprit humain est capable d'accomplir. J'espère que cette balade au cœur de la Renaissance et de l'esprit de Léonard vous a captivé autant que moi. Merci d'avoir partagé ce moment avec l'historien du dimanche. N'hésitez pas à redécouvrir ses œuvres, à regarder un documentaire, à lire un livre. Car la richesse de Léonard de Vinci est inépuisable. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'arrêtez jamais d'explorer et de vous émerveiller. Au revoir.